Vieille femme, détestable. Voilà ce qu'elle est. Vous ne trouvez pas? La voix de ma fille, Cécile, flottant depuis la cuisine, a déchiré le silence de l'après-midi. Une déchirure qui a résonné plus fort que n'importe quel bruit de vaisselle brisée. J'étais assise dans le salon, ma tasse de thé à peine posée sur la table basse, le cœur soudain figé. Vieille femme détestable. La phrase tournait en boucle dans ma tête, comme un disque rayé. Mais le pire restait à venir. Était-ce vraiment ma propre fille, celle que j'avais portée, celle pour qui j'avais tout sacrifié, qui prononçait ces mots avec tant de dédain, tant de froideur? Et pourquoi maintenant? Après toutes ces années, après tout ce que j'avais donné, que s'était-il passé pour que je devienne cela? Un fardeau, une entité détestable dans leur vie. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge, une sensation de glace se répandant de ma poitrine à mes membres engourdis. Il y avait aussi la voix de mon gendre, Marc, plus profonde, plus grave, acquiesçant avec une légèreté qui m'a horrifiée. Oui, et elle ne fait que se plaindre, toujours à raconter les mêmes histoires. Il est temps qu'elle trouve quelque chose à faire d'autre que nous regarder vivre. Les rires, des rires légers, moqueurs, ont suivi, des rires qui ont brisé les dernières parcelles de mon cœur de mère, de grand-mère. Ils parlaient de moi, la femme de 68 ans qui avait consacré chaque fibre de son être à leur bonheur, à leur confort, à leur succès. Comment la chaleur de leur foyer s'était-elle transformée en un vent glacial? Comment l'amour que je pensais indéfectible avait-il pu s'éroder en un tel mépris? La question restait suspendue dans l'air, lourde, suffocante, sans réponse. Ce jour-là, le thé n'a pas été bu, et la lecture de mon roman a été abandonnée. Ces pages vierges de toute empreinte, tout comme mon esprit, et soudain vidé de toute joie, de toute illusion. J'ai revu ma vie défiler en un instant, une vie tissée de renoncements et de sacrifices, tous faits pour Cécile, ma seule enfant, ma lumière. J'avais eu Cécile jeune, bien trop jeune, et le père avait disparu comme une ombre au lever du soleil, me laissant seule face au monde, face à la responsabilité d'une vie nouvelle. Je me souviens des nuits sans sommeil, des couches à changer, des biberons à préparer, tout en jonglant avec 2, parfois 3 emplois pour joindre les 2 bouts. J'étais une secrétaire le jour, une serveuse le soir, et le week-end. Je faisais du ménage, mes mains calleuses et mes yeux lourds. Mais toujours, un sourire pour Cécile. Je voulais qu'elle ait tout ce que je n'avais pas eu, qu'elle vive une enfance sans privation, sans les ombres de la pauvreté. J'avais sacrifié mes rêves d'université, mes passions artistiques, mon temps libre, pour qu'elle puisse avoir les meilleures écoles, les plus beaux vêtements, et les jouets qu'elle désirait. Chaque économie, chaque sou mis de côté, était pour elle, pour son avenir. Quand Cécile a rencontré Marc, j'ai vu leur amour naître et grandir avec une fierté immense. Je les ai soutenus de toutes les manières possibles, financièrement surtout. Ils rêvaient d'une maison, d'un foyer, bien à eux, et mes économies de toute une vie, celles que j'avais accumulées pour mes vieux jours, pour un petit voyage, pour une retraite paisible, ont servi d'apport pour l'achat de leur maison, de notre maison, pensais-je alors. Une belle maison de banlieue avec un jardin, assez grande pour qu'ils fondent leur famille, assez grande aussi pour moi, pour que je puisse vivre avec eux, tous les aider, et profiter de mes petits-enfants quand ils viendraient. C'était l'accord tacite, la promesse silencieuse d'une vie de famille unie, où chacun aurait sa place. Je n'ai jamais demandé de reconnaissance verbale. Le bonheur de ma fille et de mes petits-enfants était ma seule récompense. J'ai vendu mon petit appartement, mon unique bien, pour investir la totalité de mes fonds dans leur projet. La notaire avait bien mentionné le transfert de propriété. Une formalité, disait-il, que nous allions régler rapidement, mais les jours se sont transformés en semaines, les semaines en mois, et les mois en années, et cette formalité n'a jamais été finalisée. Je n'y ai jamais pensé, confiante dans l'amour de ma famille, confiante que ma place était ici, avec eux, et j'ai joué mon rôle à la perfection. J'étais la nounou,
La cuisinière, la femme de ménage, la conseillère, la prêteuse occasionnelle. Quand les jumeaux, Théo et Léa, sont nés, Cécile avait repris le travail quelques semaines après l'accouchement. J'ai mis ma vie entre parenthèses pour m'occuper d'eux jour et nuit. Je les ai bercés, nourris, changés, leur ai lu des histoires, leur ai appris à marcher, à parler. Leurs premiers mots, leurs premiers pas, je les ai vus, je les ai vécus, avec une joie qui compensait les douleurs de mon corps vieillissant. Tous les jours, je préparais le petit déjeuner pour toute la famille, chaud et copieux, puis je m'occupais des enfants, du ménage, du linge. Les repas du soir étaient toujours prêts à l'arrivée de Cécile et Marc, des plats mijotés avec amour, selon les goûts de chacun. Je m'assurais que la maison soit toujours impeccable, que le linge soit lavé, repassé, rangé. J'allais faire les courses. Gérais les rendez-vous des enfants chez le médecin, les sorties scolaires. J'étais le pilier invisible de leur foyer, le moteur silencieux qui faisait tourner leur quotidien sans accroc. Mais au fil des ans, le respect a commencé à s'effriter, subtilement d'abord, puis de manière plus flagrante. Mes conseils étaient ignorés, mes suggestions balayées d'un revers de main. Ma présence était de plus en plus souvent celle d'un meuble, d'un service, plutôt que d'une personne. On me laissait seule le soir, pendant que Cécile et Marc regardaient la télévision ou sortaient avec leurs amis. Mes tentatives de conversation étaient souvent accueillies par des soupirs agacés ou des réponses monosyllabiques. On me demandait d'acheter ceci ou cela pour la maison, pour les enfants, sans jamais me rembourser. On me parlait comme à une domestique, avec des ordres voilés, des attentes non négociables. « Maman, pourrais-tu faire ceci ? Maman, pourrais-tu t'occuper de cela ?» Toujours sous le ton de la demande polie, mais avec l'autorité implicite de ceux qui se sentent en droit d'exiger. Mes histoires, mes souvenirs, mes peurs, mes joies passées étaient devenues des plaintes, des radotages de vieilles femmes, le sentiment d'être un fardeau, non pas par mes actions, mais par ma simple existence, a commencé à s'insinuer en moi, pesant lourdement sur mon esprit. Le summum de cette indifférence est arrivé, il y a quelques mois, lors d'un dîner de famille avec des amis de Cécile et Marc. J'avais préparé un festin, des heures passées en cuisine, mais personne n'avait remarqué. Marc avait commencé à parler de l'avenir, de leur projet d'agrandir la maison, de voyager. Et Cécile, avec un faux air innocent, avait ajouté « Il faudrait aussi penser à l'indépendance de maman. Vous savez, elle pourrait avoir son propre petit coin, être autonome. Un petit appartement pour elle seule. Ce serait bien. » Non. Les mots m'avaient transpercé, plus tranchant que n'importe quel couteau. L'indépendance. Cela voulait dire qu'ils voulaient se débarrasser de moi, qu'ils voulaient me voir partir. Leurs regards ne se sont même pas posés sur moi. Leur sourire était figé, leur politesse factice. J'ai souri en retour, le cœur en miettes, en prétendant que l'idée était intéressante, que j'y réfléchirais. Mais au fond de moi, une petite flamme s'était allumée, une flamme de colère et de détermination. Après la conversation entendue dans la cuisine, la flamme est devenue un brasier. Vieille femme détestable. Le mot résonnait. Un écho douloureux qui exigeait une réponse. J'ai passé une nuit blanche, les yeux rivés sur le plafond, mon esprit tourbillonnant. Comment avais-je pu être si aveugle, si naïve? Mais au-delà de la douleur, une résolution a commencé à prendre forme. Si j'étais un fardeau, si j'étais détestable, alors je devais agir. Pour moi, pour ma dignité. Les mots de Cécile sur l'indépendance sont revenus à l'esprit. Mais cette fois-ci, ils prenaient un sens nouveau, un sens de liberté plutôt que de rejet. Le lendemain, avec une discrétion presque militaire, j'ai entrepris de chercher les papiers de la maison. Je savais qu'ils étaient dans un classeur vert, dans le bureau de Marc. Mais je ne les avais jamais vraiment consultés. C'était leur maison. Ma contribution était un acte d'amour, de confiance. Mon cœur battait la chamade quand je suis entré dans le bureau, profitant de leur absence au travail et des enfants à l'école. J'ai trouvé le classeur, et là, sous une pile de factures et de contrats,
j'ai vu le document tant attendu. L'acte de vente. Mes mains tremblaient en le déroulant. Je l'ai lu, chaque mot, chaque ligne, avec une intensité que je n'avais pas ressentie depuis des années. Et là, noir sur blanc, c'était écrit. Mon nom, le mien. Le transfert de propriété n'avait jamais été finalisé. La maison était encore légalement à mon nom. Une vague d'émotions m'a submergée. Un mélange de choc, de fureur, et paradoxalement, un sentiment de puissance inattendue. Ils m'avaient manipulé. Ils avaient profité de ma gentillesse, de ma confiance. Mais ils avaient commis une erreur monumentale. La maison, celle pour laquelle j'avais donné toutes mes économies, était toujours la mienne. C'était un coup de théâtre que la vie m'offrait, une chance de réécrire le scénario de ma propre histoire. Mon cœur, qui s'était senti si lourd et si brisé la veille, a commencé à battre avec une force nouvelle, une force oubliée. Dans les jours qui ont suivi, j'ai agi avec une détermination froide et méthodique. J'ai pris rendez-vous avec un avocat, un ami de longue date de mon défunt mari, que j'avais perdu des décennies auparavant. Il était surpris de me voir après toutes ces années, mais son professionnalisme était intact. Je lui ai exposé la situation, en détaillant chaque étape de mon sacrifice, de leur mépris, et enfin, de ma découverte. Ses sourcils se sont froncés en écoutant mon récit, et il a confirmé ce que je savais déjà. Oui, madame, la maison est légalement à votre nom. Vous avez tous les droits. Je n'ai pas demandé de vengeance. J'ai demandé justice. Une justice silencieuse, mais implacable. En parallèle, j'ai contacté un agent immobilier. J'ai agi avec une discrétion absolue, mes démarches étant menées pendant que la famille était absente. Les visites de la maison étaient organisées quand je savais que personne ne serait là, sous des prétextes banals comme des rendez-vous médicaux ou des sorties entre amis, des activités que je n'avais jamais faites depuis des années, mais dont personne ne se souciait de vérifier la véracité. L'agent immobilier, un homme, charmant et efficace, a été très coopératif. La maison était spacieuse, bien entretenue, et le marché immobilier était favorable. En quelques semaines, une offre sérieuse est tombée, puis une autre, et finalement, une offre que j'ai acceptée. La signature de la promesse de vente s'est faite sans un mot à ma famille. Mon avocat s'est occupé de toutes les démarches, me guidant à travers le labyrinthe administratif avec une bienveillance inattendue. Chaque étape était un pas de plus vers ma liberté, vers ma dignité retrouvée. Pendant que les démarches de vente avançaient, j'ai décidé de mettre en place ma propre expérience d'indépendance. Il était temps de leur montrer ce que signifiait vraiment être un fardeau, ce que signifiait vivre sans le moteur invisible qui les faisait avancer. Un matin, j'ai cessé de cuisiner pour eux. Le petit déjeuner était inexistant. Le dîner n'était pas préparé. Cécile est rentrée du travail, visiblement étonnée. « Maman, qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» J'ai levé les yeux de mon livre, un sourire serein sur mes lèvres. « Oh, j'ai oublié, je n'avais pas envie de cuisiner aujourd'hui. J'ai mangé un petit quelque chose plus tôt. » Son visage s'est figé. C'était la première fois en 20 ans que je faisais cela. Ils ont dû se débrouiller, commander des pizzas, faire des pâtes. Leur quotidien était perturbé. Le lendemain, le linge s'est accumulé. La pile dans la salle de bain est restée intacte. « Maman, tu n'as pas fait la lessive. »« Non, Cécile, j'étais un peu fatiguée. Et puis je me suis dit que vous pouviez très bien le faire vous-même. N'est-ce pas ?» Le ton était doux, mais la pointe de fermeté était palpable. Les regards de Cécile et Marc étaient un mélange de surprise et d'agacement. Les enfants aussi ont commencé à remarquer. « Grand-mère, tu ne nous lis pas d'histoire ce soir. »« Non, mes amours. Grand-mère a un peu de travail à faire. Allez demander à papa ou maman. » La maison a commencé à refléter ce changement. Moins propre, moins organisée, moins chaleureuse. Les repas sont devenus chaotiques. Les recherches de vêtements propres sont devenues des crises matinales. Ils étaient habitués à ce que tout soit fait, à ce que tout fonctionne sans effort de leur part. Ils ne l'avaient jamais réalisé consciemment, mais j'étais le ciment invisible qui maintenait leur vie.
en place. Et maintenant, ce ciment commençait à se fissurer. Ils ont commencé à me regarder différemment, non pas avec plus de respect, mais avec une forme de stupéfaction mêlée d'un léger désarroi. Leurs murmures, auparavant tournés vers mon inutilité, commençaient à prendre une nouvelle tournure. Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Elle agit bizarrement. Des phrases que j'entendais par-ci par-là, sans plus me sentir blessée, mais avec une certaine satisfaction. Quelques semaines plus tard, tout était prêt. Les papiers de la vente étaient signés. L'argent était sur mon compte. Et mon nouvel appartement, un charmant petit 2 pièces avec un balcon fleuri, était aménagé. Il était temps de révéler la vérité. J'ai réuni Cécile, Marc, et même les enfants, Théo et Léa, dans le salon. Le même salon où j'avais entendu ces mots déchirants, vieille femme détestable. Leurs visages étaient tendus. Ils sentaient que quelque chose d'important était sur le point de se produire. J'ai pris une grande inspiration, le cœur battant, mais l'esprit clair. Je les ai regardés, un par un. Cécile, Marc, mes chers petits-enfants, je suis venu vous annoncer quelque chose d'important. Le silence était lourd, épais. J'ai vendu la maison. Les mots sont tombés, clairs et nets, dans l'air immobile. Leurs visages se sont pétrifiés. Cécile a ri, un rire nerveux et incrédule. Maman, de quoi tu parles? Quelle blague? Marc, plus calme en apparence, a ajouté: Maman, ce n'est pas le moment de plaisanter. Mais mon visage était sérieux, mon regard inébranlable. Non, ce n'est pas une blague. J'ai vendu cette maison. Et vous avez 15 jours pour trouver un autre logement. Le choc était palpable. Leurs yeux écarquillés, leur bouche ouverte. 15 jours. Mais maman, c'est impossible. C'est notre maison. S'est écriée Cécile, la voix montant en flèche. Non, Cécile, c'est ma maison. J'ai répondu calmement. J'ai sorti de ma mallette les documents. Les copies de l'acte de vente initial non finalisé et l'acte de vente récent. J'ai mis les papiers sur la table basse, les faisant glisser vers eux. La maison n'a jamais été mise à votre nom. Elle a toujours été la mienne. Marc a pris les documents, ses mains tremblantes, son visage livide. Il les a lus, puis les a tendus à Cécile, dont le teint avait viré au blanc. C'était la vérité, une vérité implacable, gravée dans le marbre des documents légaux. Mais maman, comment as-tu pu? Nous sommes ta famille. S'est étranglée Cécile, les larmes montant à ses yeux. Ce n'est pas une vengeance. Cécile. J'ai pris une autre grande inspiration. Mon âme s'élevant au-dessus de la mêlée. C'est la fin d'une ère. J'ai sacrifié ma vie pour toi, pour votre famille. J'ai élevé seule. J'ai travaillé sans relâche pour vous, offrir un avenir. J'ai investi toutes mes économies pour vous aider à acheter cette maison. J'ai été votre nounou, votre cuisinière, votre femme de ménage, votre banquière. Et en retour, j'ai eu quoi? Des mots blessants, des regards de mépris, des murmures sur la vieille femme détestable que j'étais devenue. Un fardeau à se débarrasser. Les mots étaient prononcés avec une clarté et une sérénité qui les ont déconcertés. Marc a essayé de protester, de minimiser leurs propos. Mais je l'ai coupé court. J'ai même une liste détaillée de toutes les dépenses que j'ai couvertes pour cette maison, pour vous, pour les enfants, depuis que je vis ici. Les courses, les factures, les frais d'entretien, les cadeaux, l'argent que je vous ai prêté et que je n'ai jamais récupéré. Le montant total est colossal, bien plus que ce que vous auriez payé si j'avais été une locataire payant un loyer. J'ai pris soin de vous financièrement et humainement. Et vous, vous m'avez traité comme une domestique indésirable. Les enfants, Théo et Léa, étaient silencieux, leurs petits visages reflétant la confusion et la peur face à la tension palpable entre les adultes. Mais, petits enfants, je vous aime, j'ai dit, ma voix s'adoucissant légèrement. Mais cette décision, c'est pour moi, pour retrouver ma dignité. Ce n'est pas un acte de haine, mais un acte d'amour envers moi-même. J'ai pardonné, oui,
J'ai toujours pardonné vos petites phrases, vos omissions, mais le respect, on ne le demande pas, on le gagne, et il se prouve par des actions continues, pas par des paroles creuses. J'ai besoin de distance, de mon propre espace, pour me reconstruire. Quelques jours plus tard, j'ai déménagé. Mes quelques affaires, mes livres, mes souvenirs ont trouvé leur place dans mon nouvel appartement, lumineux et paisible. Les 15 jours étaient comptés, et la famille, dans un mélange de colère et de désarroi, a commencé à chercher un logement et à emballer leurs affaires. Ils ont essayé de m'appeler, de me supplier, de s'excuser, mais ma réponse était toujours la même. Mon avocat est votre contact pour toutes les questions légales. Pour le reste, j'ai besoin de temps. Dans mon nouveau chez-moi, j'ai découvert une paix que j'avais oubliée. Chaque matin, le soleil entrait par la fenêtre du salon, inondant mon petit espace d'une lumière douce. Je prenais mon café en regardant les oiseaux sur mon balcon fleuri, un simple plaisir que je n'avais pas eu depuis des années. J'ai retrouvé mes pinceaux, mes tubes de peinture, des couleurs que j'avais délaissées pendant des décennies pour les couches, les casseroles et les tâches ménagères. Je me suis inscrite à un cours de dessin, un rêve de jeunesse que je réalisais enfin. J'ai rejoint un groupe de prière dans la petite église du quartier, des femmes bienveillantes avec qui j'ai partagé des rires et des confidences. J'ai commencé à faire du bénévolat dans une association locale qui aidait les personnes âgées isolées. L'ironie ne m'a pas échappé. Moi, l'ancienne vieille femme détestable, j'aidais maintenant les autres. Chaque jour était une nouvelle aventure, un nouveau pas vers une version de moi-même que j'avais cru perdue à jamais. Ma cuisine, ma minuscule cuisine, est devenue mon sanctuaire, mon laboratoire culinaire, où je préparais des plats simples et délicieux, juste pour moi, pour le plaisir de manger ce qui me plaisait. Les mois ont passé. 6 mois se sont écoulés depuis mon départ. J'ai appris par le bouche à oreille que Cécile et Marc avaient trouvé un logement plus petit, dans un quartier moins prisé, que Marc avait eu des difficultés professionnelles, et que Cécile avait du mal à gérer le quotidien sans mon aide. Leurs appels et messages sont devenus plus insistants, les excuses plus sincères en apparence. « Maman, nous avons fait une erreur. Nous sommes désolés. S'il te plaît, reviens. Nous avons besoin de toi. » Mon cœur n'était pas insensible à leur détresse, mais la blessure était trop profonde, le souvenir des paroles trop vif. J'ai maintenu une distance polie, répondant parfois, mais ne me laissant pas entraîner dans leur vortex de culpabilité et de reproches. Je leur disais que j'allais bien, que j'étais heureuse, que je me construisais une nouvelle vie. Les seuls liens que j'ai permis de renouer, et avec une grande prudence, étaient avec Théo et Léa. Mes petits-enfants. Je les rencontrais parfois dans un parc, pour une glace, ou au musée. Leurs yeux étaient toujours remplis d'une tendresse non feinte, d'un amour pur et innocent. Ils me racontèrent leur vie, leurs petites peines, leurs grandes joies, et je les écoutais, avec toute l'attention que je n'avais pas reçue de leurs parents. Je ne leur parlais pas du passé, je leur parlais de l'avenir, de leurs rêves et de mes nouvelles aventures. Je voulais qu'ils sachent que l'amour existe, même si la famille peut parfois se briser, que le pardon est possible, mais qu'il faut aussi savoir se protéger. Un jour, assise sur mon balcon, peignant un paysage coloré, j'ai eu une révélation. J'avais toujours cru que ma maison était là où était ma famille, là où j'avais donné mon cœur et mon âme. Mais j'avais tort. Ma maison n'était pas les murs d'une bâtisse, ni la présence de mes enfants et petits-enfants, fussent-ils ma chair et mon sang. Ma maison, c'est là où je pouvais être moi-même, sans jugement, sans attente, sans sacrifice qui érode l'âme. Ma maison, c'était ce petit appartement, ma toile, mes pinceaux, mes livres, mes nouvelles amies et le silence apaisant de ma propre compagnie. J'avais appris la leçon la plus importante de ma vie, celle qui est souvent murmurée, mais rarement écoutée. S'aimer soi-même, se respecter et établir des limites claires n'est pas un acte égoïste, mais la forme la plus pure et la plus essentielle de l'amour. Une fondation solide
sur laquelle construire non seulement son propre bonheur, mais aussi peut être la possibilité d'aimer et d'être aimé par les autres de la manière la plus juste et la plus saine qui soit.